Bon, c'est l'heure. Nous commençons. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous reprenons, enfin pas tout à fait, puisque je vais mettre de côté pendant 2 séances la question électrique. J'y reviendrai ensuite. Enfin, vous avez eu le programme. Tout ça est un tout petit peu erratique. Hein, je m'en suis excusé à la première séance en disant que c'était surtout pour m'adapter à la disponibilité de mes invités. Je vais donc, oui, abandonner la question électrique, même si, retenez que derrière, dans tout ce dont on parle, il faut de l'énergie. Si elle est électrique, c'est encore mieux quand elle est bas carbone, c'est toujours la même logique. Et donc, je reviens à ces fameux carburants alternatifs, carburants durables, e-fuel, etc. Et donc, ce sont des carburants, donc c'est du carbone. Et donc, aujourd'hui, je vais parler du captage ou de la capture. Alors, je ne sais pas ce que Christian utilisera comme mot. Les Anglais, ils disent capture, mais dans beaucoup de... Je ne sais pas. Je dirais des fois captage, des fois capture, désolé. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire. J'ai l'impression de voir de plus en plus captage dans les rapports concernant ce sujet. Donc, de capter ce CO2. Alors, il y a plusieurs logiques à ça. Avant de commencer de présenter les techniques, et puis j'essaierai de vous dire où on en est et quel type de CO2 on peut capter ou capturer. Donc, il y a plusieurs logiques. La première logique, c'est celle que j'ai indiquée dès le début, à savoir que même lorsque, un jour, peut-être, nous n'aurons plus de fossiles, nous aurons besoin de carbone. Nous aurons besoin de carbone parce qu'il faudra toujours des combustibles liquides, kérosène par exemple dans les avions, il faudra du carbone dans l'industrie chimique, les polymères, les plastiques, etc. Donc il y aura besoin de carbone. Ce carbone, d'où il viendra s'il ne vient pas du pétrole, hein, il faudra remplacer toute la pétrochimie. Alors il y a une option qui est mise en avant en permanence, c'est les molécules issues de la biomasse. Donc c'est la biomasse. Et là, bien sûr, hein, il y aura des biocarburants, il y aura du bioéthanol, il y aura du biokérosène, enfin, etc., etc. Néanmoins, tout indique, dans un ensemble d'incertitudes significatives que j'ai déjà mentionnées, tout indique que ça ne suffira pas. Si ça suffisait, le problème serait réglé. On ne parlerait pas de e-fuel. Ça ne suffira pas, non pas parce qu'il n'y a pas assez de biomasse sur la planète, c'est massif, mais simplement parce que dans tel ou tel pays, il y a tout un tas de contraintes, et la plus grande étant l'occupation des surfaces pour assurer la sécurité alimentaire, qui limite les surfaces qu'on peut utiliser pour faire des biocarburants. Donc, il y a eu j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas, il y a des chiffres là-dessus, et il y a des incertitudes, mais à l'intérieur de ces incertitudes, il y a quand même s'il peut y avoir plusieurs centaines de térawattheures de bois, de biocarburants, de biogaz, on n'arrivera probablement pas à boucler. Donc il faut autre chose. D'ailleurs, dans biomasse, j'ai oublié de dire, mais je mets aussi les déchets. Et donc il y a cette idée d'utiliser le CO2. Donc ça, c'est la première logique. Et cette première logique, c'est le CCU. On récupère le carbone pour en faire quelque chose, pour le transformer en molécules qui sont remises dans le système. Et puis, il y a une deuxième logique, finalement, on n'y arrive pas. Vous avez vu l'état de l'utilisation des fossiles. On n'y arrive pas à se débarrasser des fossiles, pas assez vite, pas suffisamment, etc. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de sortir, enfin de limiter les accumulations de CO2 dans l'atmosphère
Et donc c'est une deuxième logique qui aussi nous amène à considérer le captage du CO2. Donc il y a des émissions de CO2, il faut les éviter, donc on le récupère. Alors, on le récupère de toutes sortes de sources, avec en priorité, parce que c'est le plus facile, vous allez voir que tout ça est concentration dépendant, hein, des émissions assez concentrées de CO2 dans le secteur industriel et énergétique. Donc on le fait là. Et puis il y a évidemment, j'en parlerai, du captage du CO2 atmosphérique. Donc là on est à 400 ppm, mais c'est l'idée de non seulement d'arrêter, de limiter les émissions dans l'atmosphère, mais aussi de retirer le CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est une logique qui est, on sort le carbone, mais pas obligatoirement avec l'idée de l'utiliser. Donc au bilan, évidemment, une fois qu'on a capté ce carbone, on n'est pas au bout de notre affaire, il faut le transporter, enfin il faut le transformer, le transporter, et ensuite, en effet, on a le U de CCU, c'est l'utilisation du CO2. Alors là, c'est la première logique. Hein. Et puis il y a une deuxième logique qui est mise en avant, qui est CCS, et le S pour séquestration. Là, l'idée, c'est vraiment, on ne considère pas du tout comme intéressant d'en faire quelque chose. L'obsession, c'est de s'en débarrasser, de le mettre quelque part définitivement, de plus l'avoir devant nous. Voilà. Donc on cherche des endroits, le plus souvent le plus profond dans la terre ou les mers, pour s'en débarrasser. Vous voyez, c'est deux logiques véritablement différentes. Alors, donc, tout ça est résumé dans ce schéma, hein, toutes sortes de formes de CO2 qu'on va considérer, le CO2 atmosphérique, le CO2 biogénique, le CO2 industriel, et tout ça à travers toute une série de captures et de transports pour aller soit vers la transformation de ce CO2, soit sous forme de stockage, de séquestration. Alors, ce qu'on voit aussi dans ce schéma-là, je vais juste y revenir juste après, c'est que ces deux logiques conduisent à des choses très très différentes. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de faire quelque chose d'irréversible. Le CO2 qu'on a récupéré, on le met quelque part, et il a disparu et il ne revient plus, théoriquement. Dans ce schéma-là, ce carbone, il est là pour être utilisé, donc il est là pour être brûlé. Hein, ce sont des combustibles qui sont là pour être consommés, brûlés, pour les avions, les bateaux, l'industrie chimique, etc. Et donc, la conséquence, c'est que ce CO2 n'est pas éternellement dans les e-fuels, et ça c'est radicalement différent, et de sorte que ce CO2 il ressort. Et d'une certaine façon, ça pose un problème, parce que s'il ressort très concentré, ça va, parce qu'on peut ensuite le récupérer. Il y a une sorte de cercle vertueux où le CO2 finalement ne sort jamais. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les rendements ne sont jamais de 100%, donc il y a des pertes. Si par contre, et malheureusement c'est le cas, les procédés ici d'utilisation rediluent le CO2. Vous voyez, si on récupère le CO2 d'une centrale thermique où c'est très concentré et qu'il faut aller après le rechercher derrière chaque pot d'échappement des voitures, ça ne marche pas bien, quoi. Donc ça, c'est... Voilà. Donc il y a beaucoup de discussions sur faut-il faire du U ou du S. Alors, évidemment, je suis un partisan du U, c'est-à-dire... enfin, je suis partisan parce que toujours, je suis sensible à cette question, il faudra du carbone, donc il faut trouver des sources de carbone.
Et puis par ailleurs, il y a tout un tas d'arguments en faveur du U. Il y a des inconvénients, celui que je viens d'indiquer. Le S, pareil. De toute façon, il n'y a jamais aucune technologie pour laquelle il n'y a que des avantages ou que des inconvénients. C'est toujours un mélange des deux et on doit choisir entre des solutions qui ne sont pas très intéressantes, d'une manière générale. Donc il faut trouver la plus intéressante dans tous les secteurs. Mais voilà, donc si vous voulez, deux logiques différentes. Le CCS, il faut se débarrasser des émissions. Le U, c'est surtout, l'idée principale, c'est le CO2 comme source de carbone. L'avantage du S, c'est stockage permanent. Pour le U, c'est du stockage, en effet, c'est stocké à un moment donné sous forme de combustible, mais c'est temporaire, avec des durées de vie très variables. Si vous faites des e-fuels, vous allez, enfin, du e-kérosène, vous le gardez peut-être un certain temps, mais il va finir dans un avion et qui va cracher du CO2. Les polymères, les plastiques, ça peut durer un peu plus longtemps. Le ciment, peut-être des siècles, si on fait un bâtiment qui tient bien la route. Bon. Donc, voilà des différences. Donc, on peut discuter de ça. Alors, il y a la question économique. Évidemment, c'est très, très différent. Parce que ici, c'est un procédé qui a un coût, mais pas de retour. On ne fait rien avec ce CO2, on le cache. À l'inverse, ici, c'est un coût économique avec retour, puisqu'on produit des choses qui arrivent sur le marché et on crée de la valeur, d'une certaine façon aussi. Bon, le dernier point, c'est que, au fond, il y a une critique principale à tout ça, qu'on peut entendre, qu'il faut discuter, c'est le fait qu'en permettant le CCUS, on s'autorise à continuer à consommer des fossiles, et c'est une critique qui est portée sur ces stratégies-là. Voilà, donc je vais parler aujourd'hui de l'aspect comment on capte le CO2, pas ce qu'on va en faire, et la semaine prochaine, je prendrai un cas d'utilisation du CO2, c'est l'hydrogénation du CO2 pour faire des molécules. Et nous avons la grande chance d'avoir ensuite un séminaire donné par Christian Serre, qui est directeur de recherche au CNRS, à la fois à l'ENS à côté, à l'ESPCI, et qui va nous parler de matériaux tout à fait intéressants pour le captage du CO2. Il s'avère, c'est une coïncidence, mais il y a quelques semaines, ces matériaux ont conduit à un prix Nobel. Le prix Nobel 2025 a été décerné pour les matériaux dont Christian Serre va nous parler. Kitagawa, Robson, Yagi. Donc c'était il y a quelques semaines, c'est le prix Nobel 2025 avec des matériaux qui ont cette capacité de capter de façon réversible des matériaux poreux, des gaz, et dont le CO2. Donc on entendra parler de ça. Alors, quelles sont les technologies de captage disponibles aujourd'hui avec des degrés de maturité très variables? Vous avez, alors, de façon très simplifiée, de temps en temps, comme vous le savez, je m'attache à indiquer des références d'où ont été tirées les figures et où vous pouvez aller vous renseigner pour plus de détails. Mais très brièvement, si vous voulez, c'est un peu chaque fois en gros, l'idée, si vous voulez, c'est que les gaz qui sont émis, par exemple, à la sortie d'une cimenterie ou d'une usine métallurgique, ce sont des mélanges qui sont assez complexes, qui contiennent du CO2, bien sûr, c'est ça qu'on veut récupérer, mais qui contiennent aussi de l'azote, de l'eau, des oxydes azotés, soufrés, enfin, etc. Et donc, l'idée, c'est de sélectionner les molécules de CO2. Donc, il y a un premier procédé, dit par absorption, où on fait réagir. Alors, le CO2, retenez que c'est un acide,
Et donc, si vous le faites réagir avec, ça aime réagir avec une base, par exemple des amines, ici liquide par exemple, et donc le gaz complexe rentre en contact avec le liquide, et il y a une réaction sélective avec le CO2, ça donne un produit qui est soluble ou précipite, ou enfin il y a toutes sortes de possibilités, et les autres gaz ne rentrent pas dans la solution, et à ce moment-là, vous avez votre solution qui est riche en un dérivé du CO2. Évidemment, vous voulez récupérer le CO2, vous ne voulez pas faire ce produit dérivé. Et donc, il faut le récupérer. Et donc, il y a une deuxième étape. La première est une réaction qui est en général thermodynamiquement favorable, donc la réaction inverse, relargage du CO2, est thermodynamiquement défavorable, et c'est là qu'intervient un besoin énergétique qui parfois peut être très important et qui explique en particulier les coûts énergétiques de ce type de procédé. Et donc vous chauffez, par exemple, la solution, et ensuite vous relarguez le CO2 et vous le récupérez. Vous pouvez avoir la même chose sur des composés solides et non liquides, et c'est là que interviendront certains des composés dont parlera Christian, des éolites, des MOF, Metal Organic Frameworks. Ce sont les composés qui ont fait l'objet du prix Nobel de cette année. Donc là, c'est pareil, avec une fixation sélective des molécules que vous ciblez, ici le CO2, et ensuite, pareil, ces absorptions sont relativement favorables, et pour relarguer le CO2, le récupérer, chauffage par exemple, et vous récupérez le CO2. Voilà, vous pouvez aussi filtrer votre gaz à travers des membranes qui sont sélectives pour certaines molécules. Ça peut être des membranes poreuses, des membranes métalliques, céramiques, enfin il y a beaucoup de recherches à tout ça, sur toutes ces stratégies. Et là, voilà, il n'y a que le CO2 qui passe à travers, théoriquement. Voilà. Et il y a une dernière technologie qui est beaucoup moins avancée, où c'est plutôt vous basez sur un changement d'état du CO2, qui peut être solide, liquide, gazeux, etc. Et donc c'est à travers un échangeur de chaleur, ou par refroidissement, vous changez le CO2 d'état, et ensuite, pareil, en chauffant, vous récupérez le CO2. Donc voilà à peu près, en résumé, les stratégies, les différents procédés pour le captage du CO2. Alors, absorption par des amines, c'est alors un peu de chimie, si vous êtes d'accord, mais c'est une équation chimique qui est très simple. Vous avez, enfin, si vous rappelez vos années de lycée, même de lycée, c'est de la chimie très simple. Donc le captage par absorption chimique, c'est le procédé qui a le TRL le plus élevé, qui est beaucoup développé, qui n'est pas encore totalement résolu, mais enfin le principe est assez simple. Vous avez une amine, c'est un atome d'azote ici, qui réagit avec le CO2, et vous avez un proton qui passe sur une deuxième molécule d'amine, et vous voyez donc le CO2 ici, les deux amines. Ici c'est la monoéthanolamine, parce que c'est une amine qui est très utilisée, mais ça pourrait être n'importe quelle amine. Et ensuite, donc vous voyez, vous avez créé une liaison azote-carbone. Le CO2, il n'est plus sous forme de gaz, il est maintenant sous forme d'un sel qui est soluble dans l'eau. C'est un carbamate d'ammonium. Et cette réaction est thermodynamiquement favorable. Alors une fois que vous êtes là, vous n'avez pas de CO2. Vous voyez bien que ce n'est pas du CO2, il n'y a plus de CO2 là. Et vous voulez le récupérer, donc le principe est simple, il faut aller dans l'autre sens. Qui a l'avantage de redonner le CO2 que vous récupérez, mais à ce moment-là parfaitement pur, puisque c'est le seul gaz qui a réagi comme ça, et vous récupérez aussi votre amine qui peut donc circuler dans votre procédé. Et cette réaction inverse, elle est simplifiée ici. Alors là, c'est une amine un peu particulière, c'est l'ammoniac, mais c'est pareil, c'est le même principe. Comme vous le voyez ici dans cette échelle énergétique, en fait, le composé, le carbamate d'ammonium, il est plus stable que la somme de ses composants. Donc il faut, pour récupérer ces composants, chauffer, enfin apporter de l'énergie. Et on le voit ici avec ce delta H.
cette réaction de dissociation du carbamate d'ammonium, c'est une réaction qui est endothermique. C'est de l'ordre de 2 mégajoules par kilo, 0,55 mégawattheure par tonne. Ça, c'est le minimum thermodynamique que vous devez apporter. En réalité, vous devez apporter beaucoup plus, parce que toute la technologie nécessite des tas d'étapes qui demandent de l'énergie, mais ça, c'est le minimum. Et évidemment, vous voyez que pour que le delta G qui soit négatif, enfin pour que la réaction soit thermodynamiquement favorable, eh bien, il faut des températures élevées, et donc il faut chauffer. Tout ça est parfaitement bien géré par la thermodynamique. Voilà. Alors, même si cette technologie est mature, il y a un certain nombre de problèmes. J'en ai identifié deux principaux, qui conduisent d'ailleurs à poursuivre les recherches dans ce domaine. C'est d'une part un coût énergétique, donc c'est plusieurs centaines de kilowattheures par tonne sur l'ensemble de la chaîne, qui est essentiellement dû donc à cette libération du CO2, mais pas que. Et c'est voilà, quelque chose qui est autour de 100 à 200 euros la tonne, en comptant que le captage, sans parler de U et de S derrière. Bon, vous voyez aujourd'hui, donc ça fait un coût de la tonne évitée, comme dirait Christian Gaulier, qui est autour de 200 euros de la tonne de CO2. Donc c'est déjà très au-dessus du prix du carbone aujourd'hui, hein, qui est autour de 80, 100 euros la tonne. Donc c'est sûr qu'il y a un travail à faire d'amélioration des rendements énergétiques et des coûts. Et puis les amines elles-mêmes ne sont pas éternelles. Après plusieurs cycles, il y a de la dégradation de ces amines qui conduit à des formations de sous-produits qui sont polluants et qui nécessitent de recharger continuellement les solutions en amines. Donc de ce point de vue-là, il y a par exemple, vous pouvez voir dans la littérature des recherches sur de nouvelles amines qui ont des cinétiques de captage élevées, qui ont des températures de désorption, donc de récupération du CO2 les plus basses possibles, et qui sont plus stables que, par exemple, la monoéthanolamine. Voilà, donc des recherches sur ce... Et donc, en gros, un dispositif industriel, ça ressemble à ça, où vous avez votre source gazeuse qui contient du CO2 impur, qui est refroidi, introduit dans une colonne, vous voyez, c'est des colonnes de taille assez importante, des colonnes qui contiennent le liquide absorbeur. Le liquide se charge de ce carbamate. Tous les gaz qui n'ont pas été fixés par l'amine sortent, les autres. Le CO2, il est là-dedans, et il revient dans une deuxième colonne dans laquelle on chauffe le liquide. Et on récupère l'amine d'un côté et le CO2 pur tout en haut, et le liquide et l'amine est recyclé. Et voilà donc à quoi, si vous voulez, ressemble un système de captage aujourd'hui le plus avancé. Oui, juste un commentaire sur la question de la concentration. J'ai dit que, enfin, c'est assez trivial, chacun peut, comme ça, au doigt mouillé, comprendre que plus un élément est concentré dans un mélange, plus c'est facile de le récupérer. Mais ici, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire en termes thermodynamiques. En gros, ça c'est un système modèle. Hein. Bon, j'ai fait ce petit dessin pour vous, voilà, pour vous donner une idée. Ça, c'est une échelle énergétique. Vous avez un certain nombre de molécules de CO2 qui sont diluées dans ce volume, et vous le concentrez, donc ça revient à ramener toutes ces molécules de CO2 dans, par exemple, la moitié du volume, donc c'est 2 fois moins dilué, 2 fois plus concentré. Évidemment, vous constatez très facilement qu'il faut de l'énergie pour faire ça. Repousser toutes les molécules d'un côté et laisser le vide de l'autre, ça demande de l'énergie. Spontanément,
le CO2, les molécules se mettent dans tout l'espace. Et donc, cette transformation-là, c'est cette équation, le delta G, l'enthalpie libre, la variation d'enthalpie libre de la réaction pour un delta H qui vaut 0, puisque c'est uniquement anthropique. Et donc, l'énergie nécessaire est fonction du rapport C1 sur C2 sous forme logarithmique. Voilà. Donc, si vous passez d'une source concentrée à une source concentrée, C1 sur C2 égale 1, donc vous n'avez pas besoin d'apporter de l'énergie. Dès lors qu'il y a une différence de concentration, vous avez besoin d'apporter de l'énergie. Je prends ici l'exemple du DAC. Alors ça, c'est le captage du CO2 dans l'atmosphère. Alors il est à 400 ppm, hein, c'est juste pour illustrer le calcul. Ça fait un C1 sur C2 qui est de 4 10-4. DAC, c'est pour Direct Air Capture, c'est le nom anglais. Et voilà, vous faites le calcul et vous arrivez à peu près à 0,5 gigajoules par tonne. Ça, c'est le minimum thermodynamique. Donc, vous mesurez tout de suite qu'en effet, il faut de l'énergie pour faire ça. Et le minimum thermodynamique, il n'y aura jamais moins que ça comme besoin énergétique pour faire la transformation. Voilà. Bon, c'est pas énorme ça, mais en réalité, aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Il s'avère que ce matin, en faisant un peu de biblio, je suis tombé sur un article qui est sorti cette semaine, qui était une revue complète sur le Direct Air Capture, et j'ai regardé rapidement ce qu'ils indiquaient comme valeur. Ils étaient à 8 gigajoules par tonne, dans l'état actuel. Donc vous voyez, donc il faut faire attention, c'est-à-dire, je vous ai montré la contrainte thermodynamique minimale qui est donnée par les considérations fondamentales de la thermodynamique, 0,5 gigajoules par tonne, mais aujourd'hui, le procédé industriel, c'est 10 fois plus, au moins 10 fois plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que cette question de s'opposer à cette dilution. Il faut actionner tout un tas de pompes, il faut actionner les équipements de transfert d'air, il faut comprimer le CO2, il faut le libérer, enfin, etc., etc. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui fait que, en réalité, le coût énergétique est quand même très, très important pour le moment. J'ai mis Académie des technologies parce que il y a eu des rapports de l'Académie des technologies récemment qui vont également dans ce type d'évaluation. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hein. La courbe, c'est ça. Donc vous n'avez pas besoin d'énergie lorsque vous essayez de purifier un CO2 qui est pur, ce qui n'est pas hyper intéressant comme manip, mais voilà. Et puis ici, vous avez les 0,45 gigajoules par tonne, hein, on n'est pas loin des 400 ppm ici. Bon, dans les émissions de CO2 par des centrales thermiques, des cimenteries, des papeteries, etc., on est plutôt dans cette zone-là, 20%. Donc effectivement, là, vous diminuez beaucoup. Et puis, oui, si vous faites de l'oxycombustion, c'est-à-dire que vous brûlez ce que vous avez à brûler, mais en présence d'oxygène pur, vous avez plus de CO2, vous pouvez arriver à 40-50%. Bon, je vous montre ça, mais à nouveau, hein, ce n'est pas la clé. C'est important, mais ce n'est pas la clé aujourd'hui dans les choses pratiques, puisque ce n'est que 10% de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'excitation autour de cette possibilité de retirer le CO2 de l'air sans aller chercher celui qui est émis. Hein, c'est ce qu'on appelle le captage direct du CO2. Bon, le principe est le suivant. C'est un procédé qui donc, a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, évidemment, cette énergie, il ne s'agit pas d'énergie fossile, hein, parce que
émettre du CO2 pour en récupérer, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut que ça soit des énergies bas carbone, donc tout ce que vous voulez. De la géothermie, c'est ce qu'on voit en Islande, hein, j'y reviendrai, mais voilà, des énergies renouvelables, la biomasse, nucléaire, enfin, etc. Donc vous avez besoin d'énergie pour tout ça. Vous avez besoin d'énergie pour aspirer l'air. Donc c'est des systèmes de ventilateurs qui aspirent l'air que nous respirons et qui envoient cet air justement sur une amine, un liquide qui réagit avec le CO2 tel que je l'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, donc, énergie pour animer ces ventilateurs, énergie pour relarguer le CO2 qui a été fixé, de la même façon, des ventilateurs qui envoient le CO2 dans un absorbant solide, et là aussi, bien, chauffer pour récupérer le CO2. Alors, bon, là, ça dit un petit peu la même chose, hein, si vous voulez. Donc, les liquides, ça peut être de la potasse, ça peut être des amines. En gros, c'est des réactifs basiques. Et donc, voilà, ce liquide ou ce solide réagit avec le CO2. L'atmosphère qui est relarguée n'a plus de CO2. Et puis vous avez votre CO2 qui est fixé et à nouveau vous chauffez pour le récupérer. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, vous pouvez aussi avoir une réaction avec des matériaux solides, des minerais, par exemple des oxydes de calcium et de magnésium. Donc il faut que vous les extrayiez de la terre. Ce sont par exemple, l'oxyde de calcium, c'est très basique, ça a les mêmes propriétés que l'amine dont j'ai parlé, c'est basique, et donc ça réagit avec le CO2 pour faire du carbonate de calcium. Et ça, c'est très très stable. Donc en réalité, l'idée ici, c'est d'extraire par exemple des oxydes de calcium et de magnésium, de les mettre dans un état qui permette voilà, avec beaucoup de surface spécifique, de réagir le plus efficacement avec le CO2 sous forme voilà, de gravier, de poussière, etc. Et puis quand vous avez votre carbonate qui fixe quand vous avez le carbonate qui est le fruit de cette réaction de ce matériau avec le CO2, évidemment vous avez un solide dont vous ne pouvez rien faire si ce n'est éventuellement l'utiliser pour de la construction ou de le mettre de le balancer dans la terre. Bon, voilà. Donc, je l'ai dit, voilà où on en est du captage de l'air. Donc, c'est une combinaison d'aspiration de l'air, d'absorption puis libération. Ça peut être d'absorption sur des sorbants solides. Et donc, le grand problème, c'est la consommation d'énergie. C'est énorme. La limite thermodynamique, je la rappelle ici, 0,45 gigajoules par tonne. Et puis, comme il faut faire tout ça, libérer le CO2, purifier le CO2, actionner tous les équipements, les pompes, le transfert d'air, extraire, raffiner les sorbants solides, comprimer, etc. Bon, on arrive à quelque chose qui est énorme et qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait pas ça, sauf à une quantité extrêmement limitée, je vous montrerai. Donc on ne sait pas faire aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. Enfin, à l'échelle requise, on ne sait pas faire du DAC, du captage du CO2 dans l'air, et en particulier à cause de ces besoins massifs d'énergie. Juste pour confirmer cette histoire-là, vous voyez cette donnée, hein, c'est un Energy Environmental Science de 2023. L, c'est pour liquide, S, c'est pour solide, mais vous voyez, dans cette étude-là, on en est à... oui, c'est ça. Entre deux... voilà. Ça, bon, moi, je vous propose ce chiffre-là pour être un peu optimiste, hein, 1,5 à 2 MWh par tonne. Par exemple, dans cette étude, ils sont plutôt entre 2 et 2,5
mégawattheure par tonne. Donc c'est énorme. C'est énorme, et comme vous le voyez ici, les grosses dépenses, cette partie orange, là, enfin rouge et là orange, c'est la chaleur nécessaire pour relarguer le CO2. Et les coûts, eh bien, les coûts aujourd'hui, c'est à peu près... vous voyez, tout à l'heure, j'étais à 200 € la tonne. Ici, on est plutôt à 600, 1000 € la tonne. Donc là, le prix de la tonne de CO2 évitée est juste pas possible. Enfin, en tout cas, il faudrait que sur le marché du carbone, la tonne de CO2 soit à 1000 € pour que cette technologie soit économiquement viable. Pas le cas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Les gens travaillent là-dessus. Et je veux juste citer peut-être une des entreprises les plus emblématiques dans le domaine, c'est Climeworks. C'est une start-up qui a démarré en 2017, comme c'est indiqué ici, qui vient de chercheurs qui sortent de l'ETH à Zurich, très grande université, qui, au moment où ça a démarré, nous annonçait le captage de 400 millions de tonnes en 2025. Nous y sommes. Les premières installations, alors ces images, je crois que c'est en Islande. Alors pourquoi l'Islande? C'est parce qu'il y a une source d'énergie géothermique très intéressante. Évidemment, il faut avoir ça en tête, il faut installer ces équipements dans des endroits où l'énergie est décarbonée. Donc là, ça a un sens. Et donc il y a deux machines qui ont été mises en place, qui s'appellent Mammoth et Orca, et qui avait comme objectif d'attraper 36 000 tonnes par an pour l'une et 4 000 tonnes par an pour l'autre, avec un objectif de 100 $ par tonne. En 2024, ce n'est pas 36 000 tonnes qui ont été pris par Mammoth, c'est 800, et Orca, c'est 1000, donc on est très en dessous. Et le coût est effectivement autour de 1 000 $ la tonne, donc 10 fois plus que l'objectif fixé. Et voilà, et sans doute que à ce prix-là, le marché est limité et donc l'entreprise peut avoir un certain nombre de difficultés. Voilà. Mais bon, voilà, moi je trouve assez extraordinaire que des entrepreneurs se lancent dans ce genre d'approche. Et en tout cas, il y a encore de la recherche à faire pour diminuer les coûts énergétiques et économiques. Bon, alors, oublions l'atmosphère, et donc venons-en à quelle source et quelle quantité de CO2 atmosphérique, de non atmosphérique, de CO2 on peut raisonnablement viser. Alors, la première chose à viser, c'est le secteur de la production électrique, donc tout ce qui est centrale thermique. Charbon, gaz, alors il y a moins de pétrole, mais c'est surtout centrale à gaz et centrale à charbon. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que, alors ça c'est le gros des émissions de CO2, sur nos 40 gigatonnes de CO2, il y en a 14 qui sont la production électrique mondiale. C'est colossal. Eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est uniquement 5% des centrales électriques du monde qui émettent 75% des émissions de CO2. Donc ça limite le scope, le champ où on peut taper, et donc effectivement, voilà, on s'adresse à ces 5% et on peut déjà attraper une quantité extrêmement importante de CO2. Ça, c'est le premier secteur. Alors vous voyez, en bleu, c'est le charbon. Donc en Asie, massivement le charbon, aux États-Unis, pareil, il y en a évidemment dans l'Europe du Nord, en Allemagne, enfin, etc. Ensuite, il y a le secteur industriel. Ça, c'est une donnée, enfin, c'est un tableau que j'ai déjà présenté il y a longtemps, c'est pas très récent, mais j'ai vérifié, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Mais en gros, voilà, si vous considérez les trois gros secteurs ici, métallurgie, cimenterie, raffinerie de pétrole, vous avez 3 gigatonnes. C'est la somme de tout ça. Voilà, donc, vous voyez, 10 gigatonnes tout à l'heure, 3 gigatonnes, on peut se dire, on pourrait
aller chercher ces 13 gigatonnes. Ça serait colossal, ça serait formidable. Bon, on n'en est pas là. Hein. La planète, c'est 40 millions de tonnes aujourd'hui qu'on capte à peu près. Donc on est à 0,1% des 40 gigatonnes. Mais voilà un petit peu ce qui est ciblé. Alors, l'Europe a une politique. L'Europe, c'est, je vous rappelle, 3 gigatonnes d'émissions de CO2, c'est 6% des émissions mondiales, et le secteur industriel, c'est 600 millions de tonnes. Donc c'est très important, enfin c'est 20%, c'est à peu près partout pareil en Europe. Hein. Je crois que je donne des chiffres à peu près comme ça pour la France, on les verra tout à l'heure d'ailleurs. Et donc il y a une réglementation européenne là aussi, et avec des objectifs, et la stratégie c'est, vous voyez, hein, souvenez-vous, 40 millions de tonnes à l'échelle de la planète, donc l'Europe vise 50 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030, 280 à l'horizon 2040, dont 60 millions de tonnes par captage de CO2 atmosphérique. Et pour 2050, c'est 450 millions de tonnes, dont 180 par captage atmosphérique. Alors, on peut discuter si c'est réaliste ou pas. En général, les objectifs de l'Union européenne sont irréalistes. Je pense que ce secteur-là n'y échappe pas, mais on peut en discuter. Effectivement, on est dans une situation où la maturité des technologies est limitée, où les coûts sont prohibitifs, et donc, pour le moment, le déploiement est limité. La France. Alors, la France, c'est 360 millions de tonnes de CO2 que nous émettons. Vous voyez ici, en orange, c'est la partie extérieure. Hein, ce sont les émissions de CO2 qu'on attribue aux produits qu'on consomme ici, mais qui ont été produits ailleurs. Évidemment, il faut en tenir compte dans notre empreinte carbone, mais localement, c'est ici, donc c'est à peu près 360 millions de tonnes. Et là aussi, alors, la production électrique, je dirais, pour le CO2, malheureusement, mais heureusement parce que nous avons une électricité décarbonée, je n'ai cessé de le répéter, évidemment, dans notre cas, la production électrique n'est pas une source de CO2, puisque nous sommes presque totalement décarbonés. Donc il faut aller regarder ailleurs. Ce que je disais tout à l'heure sur les 5% des centrales thermiques ou centrales électriques, donc ça ne s'applique pas à la France. Donc, c'est surtout l'industrie qu'on peut viser. Et l'industrie, c'est à peu près 70 millions de tonnes de CO2 en France. 70 millions de tonnes. Bon, alors, après, c'est un chiffre sur lequel je resterai. Mais comme vous le voyez, voilà, si vous prenez quelque chose qui est assez intéressant, qui est l'Observatoire français des e-fuels, ces gens-là disaient, au fond, le gisement captable en France, c'est 53 millions de tonnes. Bon, voilà un chiffre. Est-ce que c'est 50, 70 qui est disponible? Bon, ça reste dans les incertitudes. Je rappelle simplement que c'est 70 millions de tonnes, c'est à peu près 20 millions de tonnes de l'industrie chimique, c'est 20 millions de tonnes pour la construction, le bâtiment, et c'est à peu près 10 millions de tonnes pour la métallurgie. Alors là, c'est un autre chiffre. J'ai dit 70, 50. J'en donne un autre qui est 45, 44, 45. Ce sont ici vous les voyez, ce sont les 50 sites les plus émetteurs. Si on prend les 50 sites les plus émetteurs de l'industrie chimique française, c'est à peu près 40 millions de tonnes. Donc là aussi, en limitant le scope, c'est-à-dire en prenant pas tout, mais en prenant là où c'est le plus concentré, on peut se dire qu'on a devant nous 40 millions de tonnes de CO2 qu'on peut récupérer. Alors, la question, c'est quelle quantité on peut véritablement récupérer? On n'en sait rien, mais ici, j'ai mis des chiffres où je reprends la stratégie européenne et je fais un rapport, c'est une règle de 3, et ça nous amènerait à 6 millions de tonnes en 2030, 32 millions de tonnes en 2040 et 52 millions de tonnes en 2050 si on s'alignait sur les objectifs européens. C'est énorme, sachant que c'est à peu près 0 million de tonnes aujourd'hui. Hein. Donc dans 5 ans, est-ce qu'on sera à 6 millions de tonnes? Je n'en sais rien, probablement pas, mais
Voilà, en tout cas, voilà le cadre dans lequel on est. Alors, si vous regardez les chiffres officiels français, parce que là, mon calcul, c'était un calcul qui était basé sur les objectifs européens que j'ai traduits pour la France, mais ici, si vous regardez par exemple la stratégie nationale bas carbone, voilà les chiffres. 2030, plutôt 4 à 8, au lieu de donc 6, donc ça colle à peu près. Par contre, en 2050, c'est plutôt 15 à 30. La traduction européenne, c'était 50. Bon, même 15 à 30 en 2050, c'est énorme. Voilà quels sont les objectifs, en tout cas, de la politique française en termes de captage. Et, voilà. Alors, je vous invite aussi à regarder. Alors, beaucoup de gens se sont penchés sur cette question. J'ai retenu le Haut Conseil pour le climat, qui est un conseil important pour la politique française de décarbonation et du climat, qui a en 2023 produit un avis sur la stratégie de capture, vous voyez ici c'est pas captage, c'est capture, du carbone, son utilisation et son stockage, CCUS. Et donc, ça c'est une recommandation, donc le Haut Conseil pour le climat recommande de faire du CCS, donc de la séquestration, pour 2 à 4 millions de tonnes en 2030. Donc c'est un peu moins que les 4 à 8 de la SNBC et les 6 que j'ai présentés, et 15 à 20 millions de tonnes au lieu de 15 à 30 pour la SNBC que j'ai présenté tout à l'heure. Et donc quand vous lisez le texte du Conseil pour le climat, qu'est-ce qu'ils disent ? 2 à 4 millions de tonnes à horizon 2030 apparaît réaliste. En regard des 4 à 8 millions de tonnes de la SNBC qui apparaît trop élevé et trop ambitieux. Voilà la conclusion de ce rapport. Et ici, il est indiqué que l'usage du CCS peut venir en appui à la décarbonisation des industries qui n'ont pas d'alternative pour le remplacement des fossiles. Et donc, l'analyse, c'est que 15 à 20 millions de tonnes, en tout cas pour ce rapport, apparaît réaliste. Chacun pourra voir ça. Donc, voilà à peu près, je répétais ici, les objectifs. 4 à 8 pour la SNBC, 2 à 4 pour au Conseil pour le climat, 15 à 30, 15 à 20, tout ça est à peu près du même ordre de grandeur. Voilà. Donc, vous voyez, on part de 70 millions de tonnes de l'industrie, peut-être 44 sur les sites les plus émetteurs, et les uns et les autres, au fond, les pouvoirs publics, et ici le Haut Conseil qui valide pour le climat. Donc, on pourrait aller jusqu'à 15, 20, 30 millions de tonnes. Voilà. Et ce que rajoute ce rapport, c'est que le secteur qui est peut-être le plus pertinent à travailler dans ce contexte, c'est le ciment. Donc réunit le plus grand nombre de critères de pertinence pour un recours au CCS. La production d'hydrogène est éliminée. Donc en 2023, en tout cas, ce rapport dit « Ne cherchons pas à capter le CO2 de l'hydrogène parce que, en sous-entendu, fastoche, on va faire de l'hydrogène vert par électrolyse ». Ce qui est problématique parce que ce n'est pas encore le cas. Et voilà, les spécificités du secteur de la sidérurgie pourraient justifier un recours au CCS, mais là aussi, ils écartent en disant on fera de l'acier vert, et donc il n'y aura pas besoin de capter. Je vous rappelle que aussi bien pour l'hydrogène que pour l'acier, la dernière fois, je vous ai dit les difficultés et le fait que ça ne marche pas pour le moment. Et qu'on n'électrifie ni la production d'hydrogène, ni la production d'acier. Voilà, je vais terminer, ma perspective étant, pour ce qui me concerne, surtout de parler de l'utilisation. Je vais quand même terminer en mentionnant très rapidement comment on séquestre le CO2. Voilà, donc
avant de le séquestrer, il faut le transporter des sites où on l'a capté vers les sites où on va le séquestrer. C'est extrêmement peu probable que les deux sites soient identiques. Donc il y a un vrai problème de transport. Il n'est pas simple, il est majeur. Alors, il y a des solutions, donc en gros, soit par gazoduc, pipeline, donc ça c'est quelque chose qui existe. Par exemple, aux États-Unis, il y a, je crois, quelque chose comme 3000 km de canalisation pour du CO2, notamment dans l'utilisation du CO2 pour faire de la récupération assistée de pétrole. Donc c'est du CO2 en phase supercritique. Bon, donc on sait faire ça. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des infrastructures existantes, hein, des gazoducs et des pipelines pour le CO2 dans des infrastructures existantes de transport de gaz. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas comme ça que ça se fait, parce qu'il faut un peu de modification de ces infrastructures. Voilà. Sur des parcours plus longs, on peut les transporter par bateau. Et là, on peut aussi utiliser des méthaniers, des bateaux qui transportent du gaz naturel liquide, pour transporter du CO2 liquide. Voilà, donc ce sont des infrastructures existantes. Alors, vu la différence de densité du CO2 liquide et du gaz naturel liquide, ce n'est pas tout à fait les mêmes volumes qu'on peut considérer, mais c'est un détail, je ne rentre pas dans cela. Donc le problème du transport. Alors juste ici, vous dire qu'il y a des réglementations et des normes de pureté extrêmement strictes. Et ça rend difficile. Donc le CO2, donc il faut des modifications de ces modes de transport. Donc le CO2, c'est corrosif. Vous avez vu, il faut de la pression, une pression relativement haute, donc il y a des difficultés. Sachez que le dioxyde de carbone est classé comme une matière dangereuse à des concentrations élevées. À 400 ppm, ça va, vous le savez, hein, on vit avec, mais à des concentrations élevées, ça ne marche pas. Voilà. Et puis la pureté est absolument essentielle pour le transport. Pas que pour le transport, mais pour le transport. Et il y a tout un tas d'impuretés dans ce CO2 qui conduisent à des problèmes de corrosion et de choses diverses comme ça. Voilà. Alors, la séquestration, c'est différentes technologies, alors, c'est représenté ici. En gros, comme vous le voyez très schématiquement, l'idée, quand on dit séquestrer, c'est d'aller mettre le CO2 dans la Terre le plus loin possible et qu'on ne le revoie plus, évidemment, en trouvant des sites dans lesquels il n'y a pas de rediffusion du CO2, des sorties du CO2. Donc il faut trouver des sites qui soient sûrs de ce point de vue. Et donc on vise... alors, bon, ça c'est un peu particulier, c'est l'utilisation du CO2 pour de la récupération assistée de pétrole, ça existe, on sait faire ça. Donc c'est de la séquestration de CO2 dans des aquifères salins. C'est de la séquestration du CO2 dans des cavités où il y avait des hydrocarbures, mais on les a tous sortis, donc ce sont des cavités qui sont vides, c'est des champs d'hydrocarbures épuisés, et aussi dans des veines de charbon. Donc il y a différentes possibilités. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment de ces sites pour les fameuses centaines de millions de tonnes européens ou les 14 gigatonnes? Alors là, c'est un peu délirant. Je crois qu'on n'en sait pas grand-chose. Et donc, il y a tous les niveaux d'incertitude possibles. Ça, vous pouvez lire donc, des évaluations du type il y a 100 000 gigatonnes de disponibles. Hein, vous vous souvenez, on émet 40 gigatonnes, la planète. Donc, si c'est vrai, tant mieux. 100 000 gigatonnes. Et puis, je vous ramène un article de Nature de septembre 2025, une étude sur, soyons prudents, sur le stockage du carbone géologique, le stockage géologique du carbone. Et là,
bon, c'est quand même très au-dessus des 40 gigatonnes, mais c'est 1400 gigatonnes. Donc 100 000, donc vous voyez, en gros, dans les évaluations, c'est une incertitude de 1 sur 100. C'est énorme, donc on n'en sait rien, quoi, réellement, de ce qui est disponible. Voilà, bon, ça, je crois que c'est pas tellement... Oui, alors je l'ai dit, voilà différents endroits dans le monde où on capte du CO2. Bon, j'ai dit 40 millions de tonnes hein, actuellement, bon, c'est 40 à 50 millions de tonnes. Et il y a énormément de projets un peu partout dans le monde. Vous voyez ici, j'ai noté de ces travaux-là 600 projets. Il y en a très peu qui sont véritablement opérationnels, mais 600 projets, alors très peu, une quarantaine, 600 projets, soit en construction, soit en développement, soit en études. Et ici, voilà ce que l'Agence internationale de l'énergie prévoit. On en est là avec nos 40-50 millions de tonnes. Et l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'on devrait être à 10 gigatonnes en 2070. Voilà, il faut multiplier par un facteur 200 nos capacités de... Voilà. Ça, c'est l'Europe. Et je terminerai là-dessus. Il y a 52, donc ça c'est très récent, il y a 52 projets qui sont annoncés dans 14 pays pour une capacité totale de 70 millions de tonnes. Voilà, on est à 3 millions de tonnes en Europe. Voilà, il y a des pays où il y en a beaucoup, Norvège, Croatie, Danemark. La France n'est pas en pointe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Aujourd'hui, il y a très peu, pratiquement rien. 3 millions de tonnes peut-être en Europe, 40 dans le monde. Bon, on est très très loin. Il y a des projets un peu partout. Et même, vous l'avez vu, hein, 70 millions de tonnes les projets européens. L'industrie européenne, c'est 600 millions de tonnes. Bon, enfin, c'est pas ça qui va changer le climat. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, et là, j'y reviendrai la semaine prochaine, lorsque je poserai la question, pour remplacer une certaine quantité de pétrole et de gaz, quelle quantité de CO2 il nous faut? Donc 70 millions de tonnes en Europe, ça sera insuffisant, mais ça sera quand même significatif pour faire des e-fuels, des carburants alternatifs. Je veux dire, par là, et je conclus là-dessus, c'est que compte tenu des limites que nous aurons à capter du CO2 en termes de millions de tonnes, pour moi, c'est un argument supplémentaire pour dire faisons du U plutôt que du S, parce que de toute façon, si c'est le S, ça ne résoudra strictement rien du point de vue des émissions de CO2, en tout cas à l'échelle 2050, et donc du climat. Voilà, mais il faudra confronter, bien sûr, vous avez noté tous les chiffres et vous allez réviser, et en tout cas, il faudra confronter ces chiffres aux besoins que nous aurons de CO2 pour faire du méthanol en particulier, dont je parlerai, du méthane peut-être, du kérosène, voilà, c'est ça la question. Et je termine là-dessus, merci.